Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une épreuve flandrienne, peut-être l'avant-dernière ou la dernière grosse répétition avant le Tour des Flandres, c'est Gand-Wevelgem. Alors quelquefois je vais dire Wevelgem, c'est-à-dire que voilà, un petit peu de dyslexie, je peux mélanger les syllabes, ça m'arrive quelquefois, donc si vous m'entendez dire Wevelgem, Wevelgem, pardon, au lieu de Wevelgem, c'est normal. Déjà qu'en français c'est compliqué, alors autant vous dire qu'en flamand c'est encore pire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, vos coureurs à suivre également pour cette épreuve. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Mais abonnez-vous, ça c'est vraiment très important. Et puis EPS 2.0 sur Spotify, l'épisode est en cours de finalisation en termes d'écriture, le prochain épisode. Et puis du côté de TikTok, bien entendu, il y aura peut-être un débrief rapide de la course. Il y a également la MotoGP ce week-end. Donc il y aura du contenu sur TikTok. Dernière grosse répétition avant le Tour des Flandres, et dans cette épreuve, on a un peu le même problème que sur Bruxelles-Kurn, c'est-à-dire avec une dernière heure de course peut-être un peu moins compliquée, enfin surtout 30 derniers kilomètres qui sont un peu plus plats, c'est-à-dire qu'on a le temps de se réorganiser sur la dernière partie de course, donc ça peut vraiment aider les sprinteurs. On a aussi peu de variété au niveau des difficultés, Monteberg, Monkemel, Bamberg, on va les prendre à plusieurs reprises. Il faut faire attention aux quelques secteurs de gravel qui sont également intégrés dans le parcours, qui peuvent eux vraiment rendre la course difficile, surtout qu'ils sont à peu près 2 heures de l'arrivée. Donc dans les 2 dernières heures de course, ils sont vraiment au début de les 2 dernières heures de course, donc ils peuvent vraiment permettre d'enclencher la course à ce moment-là pendant une grosse heure qui peut être vraiment très technique. C'est vrai que ces dernières années, on n'a pas forcément une grosse start list, on a des gros manques sur cette start list. Là, cette année, par exemple, Van Der Poel ne vient pas. Van Aert, on ne sait pas trop encore s'il va venir. Tout simplement parce que sur Gand, dans une semaine, c'est le Tour des Flandres. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire mal à partir de maintenant. Donc, on sait que les courses flandriennes, c'est quand même des courses où on peut avoir des chutes, où on peut se casser les clavicules très facilement, ou avoir même des grosses chutes pendant des grosses périodes de convalescence. Et puis surtout maintenant il y a E3, c'est vrai qu'avant les écarts de course étaient différents, E3 n'était pas la même période, E3 était un peu moins difficile qu'il ne l'est maintenant, donc maintenant c'est vrai que E3 est devenu presque plus un rendez-vous que Gand, et c'est vrai que c'est un peu Gand qui a été délaissé, mais ça nous donne parfois des courses un petit peu spectaculaires, mais c'est vrai qu'on n'a plus forcément les grosses start lists qu'on avait à une époque, et c'est dommageable parce que Gand a quand même une particularité qui peut être très intéressante avant Liège, avant le Tour des Flandres, pardon, mais aussi avant Liège, pourquoi pas, c'est le kilométrage. Gand, c'est 260 km de course, et en fait, c'est la deuxième plus longue classique flandrienne de la saison. Gand, après le Tour des Flandres. Donc le Tour des Flandres, c'est quand même 270-275 km, un peu plus en plus avec le fictif, puisque le fictif est assez long également sur le Tour des Flandres. Donc Gand, ça permet de préparer le phénomène qu'on aura après 220 km de course, surtout que les difficultés sont quand même dans la deuxième moitié de parcours, donc ça peut être intéressant de ce côté-là pour Gand, surtout pour des jeunes coureurs. On a notamment Arnaud Delis au départ, pour se tester sur des kilométrages plus long et voir un petit peu ce que ça donne. On regarde tout de suite la présentation de la course. On regarde le parcours de cette édition de Gand-Wevelgem et on part de Ypres. Ypres, c'est Ypres. Pour aller à Wevelgem, du côté Wevelgem même, je pense, du côté de l'arrivée. De toute façon, c'est le genre de nom de course qu'on a toujours du mal à prononcer en français. Vous voyez, 261 km, des sections difficiles qui sont regroupées, on va dire, en une grosse 70-80 km, entre le kilomètre 160, grosso modo, et le kilomètre 230. Après, c'est beaucoup plus plat. Et avant, c'est beaucoup plus plat et beaucoup plus facile sur la première partie de course. On démarre de Ypres. On va faire une première boucle qui va nous emmener notamment sur les premières boucles le long de la mer. Voilà, quasiment là où s'étaient déroulés les championnats du monde en 2021.
Donc début de parcours, comme je vous le disais, plutôt plat. Et puis on arrive au premier secteur pavé seulement au kilomètre 120, c'est-à-dire encore 140 km de l'arrivée. C'est le Wemmerstraat qui est un secteur plat, qui est le premier secteur pavé du jour. Au kilomètre 166, c'est là vraiment où les choses se corsent, avec la première difficulté du jour qui n'est pas pavé, c'est le Scherpenberg, 1 km à 2,3%, c'est pas extrêmement difficile ce Scherpenberg. Et puis on enchaîne tout de suite après, au kilomètre 170, c'est-à-dire 4 km après, avec le Banneberg, 1 km 3 à 6% de moyenne. Et puis 6 km après, on a le Monteberg, 1 km à 5,4 de moyenne. Et ensuite, deuxième secteur pavé du jour, et qui n'est pas n'importe lequel, c'est le secteur du Mont-Kemmel, au kilomètre 178, deux passages du Mont-Kemmel via le Belvédère, 500 mètres à 10%, donc 400 mètres de pavé. Puis on aura un dernier passage qui ne se fera pas par le Belvédère. Il faut bien le prendre en compte. On a ensuite deux autres secteurs, le secteur de la Île 63 et le Christmas Truss, qui sont en fait des secteurs qui ne sont pas des secteurs pavés, mais des secteurs de gravel. Et oui, parce qu'on a aussi des secteurs de gravel sur Gand. Donc voilà, vous avez des secteurs pavés, des sections gravel. Donc il faut vraiment se méfier dans ces sections-là, parce que souvent la course est devenue très compliquée à partir de ce moment-là, surtout qu'on est à 70 bornes de l'arrivée. On a également le Catacombes, secteur 5, et puis on reprend l'enchaînement Monteberg, Mont-Kemmel, par le Belvédère encore, qui sera le secteur 6, et puis ensuite on a un dernier enchaînement pour la fin de journée, avec le Scherpenberg au kilomètre 216,5, qui s'enchaîne avec le Banneberg, et le Mont-Kemmel, mais via l'Ossuaire, 800 mètres à 9,9%, donc 200 mètres de pavé. À chaque fois, au Mont-Kemmel, faites attention, la descente, il y a des pavés. La particularité du Mont-Kemmel. Donc il faut vraiment faire attention dans ces sections-là. Lors du dernier passage au Mont-Kemmel, nous sommes au kilomètre 226,5, c'est-à-dire qu'il reste encore une grosse trentaine de kilomètres, plutôt 35 km, jusqu'à l'arrivée à Wevelgem pour 261 km de course. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme Kuurne, et on a un peu le même principe, c'est-à-dire pas mal de secteurs condensés dans une petite partie de la course, et surtout le dernier secteur est quand même loin de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des regroupements dans la dernière portion de cette épreuve à Wevelgem, parce qu'ensuite il y a 30 km qui ne sont pas forcément favorables à un homme seul ou à 2-3 coureurs par rapport à un peloton de 25-30 coureurs qui peut s'organiser derrière. Du côté de la météo, eh bien des averses sur le parcours, ça va vraiment pas être facile avec de la pluie qui est prévue sur le parcours avec des averses. Donc le pavé devrait être mouillé, température entre 5 et 8 degrés, et puis faire attention au vent entre 20 et 35 km/h, vent qui sera d'ouest, parfois nord-est, mais qui sera quand même majoritairement de côté sur le circuit pavé, sur cet enchaînement de tours qu'on va faire sur le circuit pavé, sur les 3-4 tours qu'on fait sur les pavés. Donc il faudra faire attention aux cassures, notamment au des côtes. À la sortie du Mont-Kemmel, on a une route qui est bien dégagée. C'est des sections où on peut vraiment tenter des choses et avoir du mal à revenir. Donc il faudra faire très attention dans ce type de portion et sur les 30 derniers kilomètres de course. Le palmarès de cette épreuve, palmarès d'une épreuve qui en est à sa 85e édition. C'est aussi une classique qui est assez ancienne. Première édition en 1934 avec Gustave Van Belle qui s'était imposé devant Maurice Van den Berge et Jérôme Dufromont. Interruption entre 39 et 44 parce qu'il y avait la guerre, ça reprend en 45. On a Raymond Ipanis qui s'est imposé en 52 et 53. Premier vainqueur étranger, c'était Rolf Graf, un Suisse, en 54. Jacques Anquetil a remporté la course en 1964. Rick Van Looy a remporté la course en 1962. Victoire d'Eddy Merckx en 67, en 70.
également. Walter Godefroy, ça c'était en 68. Eddy Merckx s'était également imposé en 73. Bernard Hinault, vainqueur en 1977, après le doublé de Freddy Martens en 75 et 76, Francesco Moser 79, et puis dans des époques plus récentes, Mario Cipollini avait remporté cette course en 92 et 93, à l'époque où il n'était pas encore connu, comme Abdou Japarov, dernier vainqueur français. Eh bien, c'est un certain Philippe Gaumont, c'était en 97 devant André Schmil et Johan Capiot, le père d'Amaury. Le dernier podium français, c'est Christophe Laporte l'année dernière derrière Guermeil. Georges Hincapie, vainqueur en 2001. Mario Cipollini avait remporté une troisième fois la course en 2002. On a Nico Matan, Tom Boonen qui l'a remporté à 3 reprises en 2004 et puis en 2011 et 2012. Particularité de cette épreuve, jamais remportée par Fabian Cancellara. Peter Sagan, lui, l'avait remporté en 2016 et en 2013. De Gengold en 2014. Luca Paolini en 2015 dans une édition qui avait été marquée par le vent. Peter Sagan en 2016. Van Avermaet en 2017. Peter Sagan encore une fois en 2018. Christophe en 2019. Pedersen 2020. 2021 Van Aert. 2022 Guermeil devant Christophe Laporte et Dries Van Gestel, le coureur de la Total Energy. Du côté des équipes, au départ, nous avons Intermarché Sirtus Venti, plutôt avec Binyam Guermeil au départ et Hugo Page et Adrien Petit. Nous avons du côté de la Soudal Quick-Step Team Merlier avec Casper Asgreen. Du côté d'Alpecin de Koninck, Jasper Philipsen remplace, on va dire, Van Der Poel avec Krag Andersen. Il y a également Sylvain Didier qui est de retour. Il avait été blessé. Jumbo Visma vient avec Wout van Aert, Laporte, Olaf Koy également et Van Dijk. Du côté des G2R, Van Avermaet, encore une fois, il faudra voir parce qu'il était quand même lâché très tôt lors de la dernière course avec les frères Nesson également et Pierre Gautera. 260 km pour un coureur qui a 21 ans, je crois, Pierre Gautera, ou 20 ans, donc on va voir ce que ça va donner, ça va être compliqué. Du côté de la Trek, Stuyven avec Dan Houle et Pedersen et Edward Theuns également. Du côté d'Astana, Cavendish sera au départ avec Syriza. Du côté de la Bahrain Victorious, Mohoric avec Jonathan Milan et Pasqualone, avec Fred White également, Labora avec Sam Bennett, Bob Jungels, Jordi Meus. Du côté de la Cofidis, Simone Consoni au départ avec Alexis Renard et Yele Wallace. Du côté de F, on vient avec Bettiol, Bisseger au départ et Vandenberg. Du côté de la Groupama, on vient avec Arnaud Desmar, Stefan Kung également, Ineos Grenadiers Diers avec Filippo Ganna, Kwiatkowski, Sheffield notamment au départ, et Narvaez, Movistar avec Gaviria, Garcia Cortina avec également Johan Jacobs. Du côté de Team Arkea Samsic, on aura Mozzato, McClay et David Decker. Du côté de la DSM, on aura De Gengold au départ et Nils Sekov. Du côté de la Jayco Alula, on aura Groenewegen, Mesgeck et Stibar. Du côté du AO Team Emirates, Tim Whelan, Ackermann et Michael Berg. Du côté de la Lotto Destiny, Arnaud Delis, Caleb Ewan et Florian Vermeersch. Du côté de la Team Flanders baloise, nous allons avoir Milan Fretin et Aaron Van Poek. Du côté de la Bingoal VB, nous avons Ludovic Robit et Guillaume Van Karlsbruck. Du côté du Manpower Earth, nous avons Colin Jones, Adam De Vos et Schoenberger également au départ. Israël vient avec Seth Van Mark, Nizzolo et Rick Zabel. Du côté du Noix, on vient avec Alexander Christophe, Verashkjold, Erasmus Stiller. Du côté de la Total Energy, Peter Sagan avec Anthony Turgis et Dries Van Gestel. Du côté de mes favoris à moi, je rappelle que j'enregistre, nous sommes le 25 mars, il est 13h07, donc au niveau de la start list, il peut y avoir des modifications par rapport à ce qui était indiqué, il peut y avoir des changements au moment où la course partira, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je rappelle également que je ne préconise pas de faire des paris sportifs. Faites attention avec les paris sportifs, ces entreprises, leur objectif c'est que vous perdiez de l'argent pour qu'elles soient rentables. Je le rappelle, du côté des favoris, eh bien je mets Christophe Laporte. Pourquoi Christophe Laporte? Van Aert aura peut-être la pancarte et un Christophe Laporte peut peut-être en profiter. On peut aussi mettre Olaf Koy si on voit un sprint massif, mais ces dernières années, on n'a quand même pas tous les sprinteurs à l'arrivée. L'année notamment de Guermeil, et Laporte, il avait déjà fait de l'année dernière, ça veut dire qu'il maîtrise cette course, il sait où il faut rouler au bon endroit.
Deuxième coureur au top, moi je mettrais Philipsen, parce qu'il est très en forme. J'ai vu un résumé du Depan, c'est plus le Depan Tour, enfin voilà, de l'ancien Depan Tour, on va dire ça comme ça, où il a été Bruges Depan, voilà, où il a été impressionnant, Philipsen dans le vent. Il y aura un peu de vent en plus aujourd'hui, sous la pluie. Il aime ces conditions-là. C'est quand même moins dur qu'un Tour des Flandres. Donc c'est un coureur qui sera bien protégé. On a vu que l'équipe était solide autour de Van Der Poel. Donc ça peut être une carte intéressante. Pedersen, il a déjà remporté la course. Il aime les conditions fraîches. Il aime la pluie. Il aime les pavés. C'est un petit peu tout ce qu'il apprécie aujourd'hui. Il a quand même une équipe intéressante également avec Edward Tuns. Aussi, donc ça peut être un coureur qui peut être performant. Stefan Kug, jamais oublié un coureur de la groupe AMDJ. Moi je mise pas sur Arnaud Démare, après je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'il est encore un petit peu à court de forme. Par contre Stefan Kug, on a vu que c'était une valeur sûre ces derniers temps. Après par contre il faudra qu'il soit dans un petit groupe de 5-6, parce qu'au-delà, c'est quand même un coureur qui n'a pas de pointe de vitesse. Les coureurs à suivre, Mohoric, se méfier des descentes. Si en plus c'est humide, on sait que c'est un coureur qui est très bon techniquement. C'est un coureur qui est capable de prendre plus de risques de ses adversaires. Le problème, c'est qu'après la descente, il reste encore 30 km. Et ça va peut-être être compliqué pour un homme seul. Garcia Cortina, dans un groupe là encore d'une quinzaine de coureurs, moins suivi que d'autres, et pourtant il a été performant au Grand Prix E3 où il prend la 5e place derrière son coéquipier Jorgensen. Donc il faut faire attention aux coureurs espagnols qui a l'air d'être en forme. Matteo Trentin, là aussi, pas de Pogacar au départ, ça peut être une bonne carte, bonne pointe de vitesse. Il était plutôt pas trop mal. Quand même sur certaines courses. Donc, et puis il faut toujours se méfier de Trentin, c'est un peu comme Kwiatkowski, quand ils sont leaders. Souvent, ils sont quand même dans le top 10, ces coureurs-là. Et puis, Sam Bennett, il avait déjà été dans une échappée, Sam Bennett, avec Van Aert sur cette épreuve. Le problème, c'est qu'il avait un peu trop mangé, il n'avait pas très bien digéré. Bon, j'espère qu'il ne fera pas la même erreur, Sam Bennett, mais il faut quand même s'en méfier sur un parcours comme ça. Lui aussi, il est capable de se cacher un petit peu. Après, c'est sûr que si on se rapproche d'un sprint, il faudra qu'il ait des équipiers avec lui. Mais avec Bob Jungels, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Du côté du programme télé, Eurosport, j'ai oublié de regarder, eurosport.fr, pardon, le site internet si vous voulez suivre la course à partir de 13h, donc sur JCN aussi à partir de 13h, sur la chaîne L'équipe également à partir de 13h, en clair, et puis sur Eurosport 2 à la télévision à partir de 14h15, le temps que le Tour de Catalogne se termine, parce que je rappelle que le Tour de Catalogne aura lieu entre midi et 14h. Lors de cette matinée, lors de cette journée cyclisme et sportive. Et puis je rappelle que la course féminine aura lieu après la course masculine. Donc comme d'habitude, vous avez, dans ce genre de cas, moi je ne peux pas débriefer la course féminine parce que je suis en train d'enregistrer en fait la course masculine. C'est un petit peu le problème dans ce genre de situation, voilà, qui est toujours pas réglé avec les courses féminines. Moi, je préfère quand c'est avant que quand c'est après, voilà, parce que je sais qu'après, vous avez une attente forcément de la course masculine qui est plus forte que la course féminine. Je connais les audiences du côté des courses féminines et du Tour de France féminin par rapport au Tour de France masculin l'année dernière. Et donc moi, ça m'arrange pas du tout. En fait, ce genre de situation, ça m'arrange pas. Et tant que j'ai pas la fibre, ça m'arrange encore moins. Parce que si j'avais la fibre, je pourrais enregistrer et en même temps avoir la vidéo à l'écran, mais c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, fait que j'ai pas la fibre. Bon, on se retrouve demain 21h pour faire le débrief de cette épreuve, ou à 22h, je sais pas comment on fera avec, je pense qu'on fera cette course-là et puis le Tour de Catalogne un peu plus tard. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.